Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 11 septembre 2022. La mafia foncière est l'une des plaies qui gangrènent le réel développement de certaines communes du Bénin. Malgré le travail titanesque qu'abat la criette avec de lourdes sentences qui s'ensuivent, ce phénomène a de la peau dure. Au Bénin, les litiges fonciers débouchent très souvent sur les conflits entre les familles ou communautés avec à la clé des violences. Mais le recours aux tribunaux est-il l'ultime solution pour se faire établir dans ses droits? La réponse c'est bien non. Le règlement à l'amiable est aussi une voie prévue par le code foncier et qui a déjà prouvé son efficacité. Mais comment ça marche? Explication à suivre avec le juriste Jérôme Bachou. À une semaine de la rentrée scolaire, le gouvernement a pris langue avec ses partenaires sociaux à l'Infosec de Cotonou. Ce jeudi, les travaux de la session extraordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective ont permis de discuter des questions relatives à la situation des travailleurs, notamment les enseignants. Nous ferons le point de la rencontre avec le docteur Denis Akpovo, secrétaire à la santé au travail de la COSI Bénin. Mesdames et messieurs, vous avez raison de nous préférer pour vous informer tous les dimanches dès qu'ils sont 13 h. Eh bien, si vous êtes prêts, le grand format, c'est parti. À la une de l'actualité au Bénin, c'est une grosse prise pour le parti Bloc républicain dans la 8e circonscription électorale sous le leadership du jeune acteur politique Fadel Naro Assouma. Cette formation politique a enregistré une importante adhésion à Parakou. Il s'agit des militants démissionnaires du parti Union Progressiste Le Renouveau. On en parle dans un instant. On parlera également de ce démenti qu'apporte le ministre de l'Énergie. Les informations selon lesquelles le barrage hydroélectrique de Nanguito serait la cause des inondations observées ces derniers temps dans la partie méridionale du Bénin et du Togo ne sont pas fondées, nous dira Dona Jean-Claude Oussou. Images et reportages. À suivre également les précisions sur cette cérémonie de remise de bourse d'études aux nouveaux étudiants du complexe scolaire et universitaire Clé de la réussite. C'est une initiative du promoteur de l'établissement, le professeur Omer Adandéjan. Les informations pour démarrer le grand format direction Parakou. Nous sommes dans la 8e circonscription électorale. Vous allez voir cette action qui fragilise le parti Union Progressiste, le Renouveau et renforce par la même occasion le bloc républicain. Sous le leadership du jeune acteur politique Fadel Naro Assouma, une vague de militants ont décidé de quitter l'ombre du baobab pour monter sur le cheval. Reportage. Voilà, vous mettez toutes vos cartes dans le chapeau. Collecte de cartes de membres, déclarations, témoignages sont entre autres actes qui marquent la rupture de collaboration de ces désormais ex-militants UPR avec le parti politique. Publiquement et solennellement, devant tous, déclarer ma démission de l'Union Progressiste Le Renouveau. Comme vous pouvez le constater, plusieurs responsables des structures et démembrements de ce parti politique de la ville de Parakou ont décidé de faire le pas avec moi. Avec lui, des responsables de section et sous-section ainsi que des points focaux décident de tourner définitivement dos au parti du Baobab Arc-en-Ciel pour rejoindre celui au cheval blanc cabré. Cette démission collective est motivée par un certain nombre de faits selon le leader des démissionnaires. Au Bénin, nous devons continuer à cultiver l'unité nationale. Donc, refuser toute forme de régionalisme. Malheureusement, je dis bien malheureusement, et pour l'avoir vécu en tant qu'un membre très actif de ce parti, je puis dire que ce n'est pas le cas dans l'Union Progressiste Le Renouveau. C'est pourquoi je dis non au régionalisme. En politique, ce n'est pas une compétition de qui est le plus riche et on ne vient pas dans un parti politique pour quelques semaines après vouloir s'imposer par l'argent. Et si les responsables du parti considèrent que c'est la règle, nous, nos valeurs de base,
nous impose le refus catégorique. Il compte désormais travailler pour le triomphe du bloc républicain dans la 8e circonscription électorale. Cette adhésion qui intervient après plusieurs autres sonne comme une grosse prise pour l'émissaire de la formation politique d'accueil. Inoussa Zimechabi, en recevant la déclaration d'adhésion, salue le choix de ses désormais anciens rivaux et les rassure quant à leur place au bloc républicain. Le Bariba dit ce qui est à moi et ce qui est à nous ne constitue pas la même chose, Fadel. Le bloc républicain est à toi. Chers membres, responsables de session, chers militants, vous êtes dans votre famille. Merci encore une fois pour cette décision courageuse prise ce matin. Et cette date-là, nous allons la graver. Naru, Nakayo, au fond Nakayo. Des témoignages pour apprécier l'activisme et la taille du démissionnaire ont été entendus. Fadel Naro et les siens affirment leur engagement pour la victoire du parti Bloc républicain. Pendant ce temps, le ministre des Infrastructures et des Transports était sur l'axe Ndali-Niki, une descente qui fait suite à l'effondrement de plusieurs ouvrages de franchissement sur ce tronçon reliant les deux communes. Hervé Heromé est allé donc constater de lui-même l'étendue des dégâts et fait de grosses annonces. Il s'agit notamment de la reconstruction complète non seulement de la route Ndali-Niki, mais aussi de plusieurs autres ouvrages dans la région. Reportage. C'est sous une pluie fine que la délégation du ministre des Infrastructures et des Transports est descendue sur le terrain dans l'après-midi de ce jeudi 8 septembre. De Ndali à Niki en passant par Perere, les dégâts sont énormes. Plusieurs ouvrages de franchissement ont cédé sous l'effet de fortes pluies diluviennes qui s'abattent ces dernières semaines dans la partie septentrionale du Bénin. Mais au-delà des mesures urgentes prises pour soulager les usagers de ce tronçon, l'exécutif veut désormais passer à la vitesse supérieure. Nous avons rendu compte de cette situation au chef de l'État, qui nous a instruit à l'effet d'engager la reconstruction complète de cette route. Bien entendu, nous allons laisser passer les pluies pour engager la reconstruction complète de la route avec des standards autrement plus consistants que ceci. Nous allons faire une structure de chaussée et des ouvrages qui vont répondre aux nouvelles sollicitations que nous connaissons désormais. La route Ndali-Niki complètement reconstruite dans la toute prochaine semaine, mais pas que. C'est un vaste programme qui est engagé dans la région. Nous allons dans les semaines à venir, la procédure de contractualisation est allée déjà à son terme, engager la réhabilitation de la route Parakou-Berouboué. Le gouvernement s'attelle à engager la construction de la route Niki-Kalalé. L'aménagement et le bitumage de Niki-Kalalé. Il y a Kota Kwande que nous allons commencer là également. La contractualisation est très avancée, donc bientôt nous irons lancer les travaux de Kota Kwande. Il y a une route qui fait l'objet de préoccupations actuelles et le chef de l'État nous a instruit pour la mettre également en chantier le plus tôt possible. C'est Guéné-Karimama. Au total, ce sont donc 335 km de route qui seront bientôt bitumés et dont les travaux seront lancés incessamment. Un vaste programme qui vient encore une fois prouver que le président Patrice Talon est à l'écoute de son peuple. Je peux conclure que la philosophie politique du président Patrice Talon, c'est tout pour le peuple et rien pour le gouvernement. Ce que j'ai compris, que ce qui a été réalisé par le passé a été réalisé dans la précipitation, ça a été réalisé dans la navigation. Le gouvernement actuel est en train de gérer les lacunes du passé. C'est insatisfait que nous avons constaté depuis que le pont a cédé, la rapidité, la sincérité avec laquelle le gouvernement a pu déployer, n'est-ce pas, les engins sur le terrain. À la faveur de cette descente sur le terrain, le ministre et sa délégation se sont par ailleurs rendus au palais royal de Niki, une visite au cours de laquelle Hervé Heromé a transmis les chaleureuses salutations du président Talon à l'empereur Sabina III.
Les inondations observées ces derniers temps dans la partie méridionale du Bénin et du Togo n'ont rien à voir avec le barrage hydroélectrique de Nangbeto qui reste un patrimoine commun des deux pays. Donc c'est donc la clarification qu'a apporté le ministre de l'Énergie qui répond ainsi aux rumeurs qu'il affirme. Image à l'appui, Dona Jean-Claude Oussou démontre le contraire dans ce reportage signé Teddy Goudalo. Le barrage hydroélectrique de Nangbeto fait depuis peu objet de polémique au sein de l'opinion publique et même sur les réseaux sociaux. Les inondations observées ces derniers jours dans la partie méridionale du Bénin et au Togo seraient, selon les commentaires, la conséquence des opérations de lâcher d'eau qu'effectue périodiquement la communauté électrique du Bénin. Le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou, interpellé sur la question, démontre schéma à l'appui le contraire. Le barrage recueille l'eau du fleuve. Souvent, les barrages sont sur des fleuves, sur des rivières, etc. Et c'est la circulation de l'eau qui arrive, qui fait tourner les turbines. Nangbeto est sur le fleuve Mono. Donc, ce qui se passe par rapport au barrage qui a pour vocation de barrer la route à l'eau, de manière à ce qu'on puisse contrôler sa circulation, c'est que tous les jours, pour ne pas dire toutes les secondes, on mesure la quantité d'eau qui arrive. Si la quantité est tellement importante et que le niveau augmente de manière rapide, pour éviter ce que je viens de vous expliquer, on va ouvrir les vannes pour laisser passer une certaine quantité pendant un temps donné, le temps de ramener à un niveau correct. Et on referme pour continuer l'exploitation. C'est clair donc, le barrage hydroélectrique de Nangbeto n'est en aucun cas la cause des inondations. Les opérations de lâcher d'eau constituent, selon le ministre, une routine en période de crue pour garantir la sécurité des installations. On prévient les populations par rapport à ces différentes lâchers d'eau. Et malheureusement, souvent, les gens n'y croient pas et ne prennent pas les dispositions qu'ils doivent prendre et se retrouvent en fait devant le fait accompli quand l'eau des lâchers qui sont en fait un moindre mal par rapport à ce que ça aurait dû ou ça aurait pu être si on ne faisait rien du tout ou s'il n'y a pas du tout de barrage, se font prendre au piège finalement. Mais lorsque vous avez le vase qui est plein, le reste va couler. Donc c'est le reste qui coule là. Au lieu donc de laisser passer sur le barrage, nous avons un moyen mécanisme pour faire ouvrir du bas et c'est ça qui fait jeter l'eau. Vous voyez un peu l'image qui affole beaucoup de gens qui disent « Ah, la Seube est en train d'inonder ». Non. On fait des actions de régulation pour deux objectifs. Un, protéger le barrage parce que sinon, s'il cède, il ne va plus jouer son rôle de barrage, compte tenu de la quantité considérable d'eau qui va arriver. Deuxièmement, si cette quantité d'eau qui arrive est tellement importante, le niveau de l'eau en amont du barrage va tellement augmenter que ce niveau va passer au-dessus du niveau de l'ouvrage et la quantité d'eau qui arrive va passer au-dessus du barrage et c'est comme s'il n'y a pas de barrage du tout. Donc on ne maîtrisera plus rien. Patrimoine commun au Bénin et au Togo sur le fleuve Mono, le barrage hydroélectrique de Nangbeto produit 60 MW pour les deux États. De leur côté, les responsables de l'Institut national de la femme sont en tournée dans plusieurs régions du pays. Après Alada, Huguette Boukwenya-Kadia et sa suite étaient à la préfecture d'Abomey. La concertation départementale a réuni plusieurs acteurs. Elle a aussi connu la présence du préfet du département. On fait le point avec Imet Hélène Amoussou. Les échanges se tiennent en prélude à l'installation des points focaux de l'Institut national de la femme, INF. Les invités sont des leaders religieux et autres acteurs intervenant dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Elles revêtent aujourd'hui plusieurs formes physiques, sexuelles, psychologiques, économiques, financières ou patrimoniales. Face au fléau qui prend de l'ampleur et soucieux du bien-être de la femme, le chef de l'État a créé l'Institut national de la femme en lieu et place de l'Institut national pour la promotion de la femme. Dans
sa nouvelle configuration, cet institut est une émanation de cette volonté politique du chef de l'État et de son gouvernement et s'entend d'un instrument de lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination à l'égard des femmes, mais aussi des filles. Il est doté de la personnalité juridique et est engagé dans la prévention au moyen de la vulgarisation des lois et des procédures, de la sensibilisation et de l'information, du dialogue social communautaire et de l'aide juridique et judiciaire pour la prise en charge des VBG. Il entend aussi œuvrer à la promotion du leadership. Cadre de concertation de toutes les organisations de la société civile intervenant dans la promotion et la protection des droits de la femme, l'Institut a plusieurs attributions. En vue d'assurer convenablement les missions qui lui sont assignées, l'équipe dirigeante a entrepris depuis quelque temps une tournée de prise de contact dans les régions afin de baliser le terrain. À Abomey, après l'étape d'Alada, la délégation s'est attelée à expliquer le bien fondé de ces actions ainsi que les résultats escomptés. L'idée est de pouvoir rallier un grand nombre à la cause pour l'atteinte des objectifs. Après vous avoir informé de ce que nous voulons faire, nous avons besoin de vous écouter, nous avons besoin de recueillir vos observations, vos conseils, vos recommandations pour que, à la fin, l'Institut national de la femme puisse aussi être compté parmi les contributeurs du grand développement. L'atelier qui nous réunit ce jour entre dans le cadre de l'opérationnalisation de l'Institut national de la femme au plan national en vue de l'installation dans les mois à venir de ces relais dans les départements du Bénin et de la recherche d'une synergie d'action dans la mise en œuvre des procédures opérationnelles standardisées dans la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Pour les uns et les autres, la démarche est salutaire et mérite d'être accompagnée. L'une des actions phares de l'INF est de soutenir les victimes de façon optimale et notamment porter assistance aux victimes face à toute structure ou administration accusée ou soupçonnée de discrimination à leur endroit. Les prestations sont entièrement à la charge de l'Institut. Toujours dans l'actualité, 10 ans déjà que la ville de Cotonou et celle de Ningbo en Chine se sont mises ensemble pour des relations de jumelage. 10 ans de coopération pour le renforcement de la décentralisation. L'événement a été célébré vendredi dernier, une célébration qui a été couplée avec l'inauguration de la 12e édition de la foire des produits chinois au Bénin et en Afrique de l'Ouest. Reportage. Depuis 10 ans, Cotonou et la ville de Ningbo en Chine convolent en juste noces autour d'un jumelage et le 10e anniversaire est célébré par ces deux partenaires malgré la distance qui les sépare. Par visioconférence, les responsables de la ville chinoise ont fait le point à mi-parcours de ces relations de jumelage, analysées avec lucidité par le partenaire d'en face. Un 10e anniversaire est un symbole de résistance à l'image de l'étain, ce métal précieux qui est connu pour protéger d'autres métaux parce qu'il résiste à la corrosion. Le jumelage, je le rappelle, c'est tout d'abord une rencontre entre les hommes, deux villes, deux peuples, deux histoires, deux cultures et enfin deux coutumes. Des relations nées d'un besoin de partage bien au-delà des barrières linguistiques. Au centre, il y a eu des échanges humains de plus en plus fréquents qui ont accouché des fruits abondants de coopération. Se trouvant à l'avant-cadre de la réforme et de l'ouverture de la Chine, Ningbo est un des points de départ de la route maritime de la soie du XXIe siècle. Possédant l'un des 10 premiers ports internationaux du continent africain, Cotonou est aussi l'un des points de destination de cette route. En 2018, le Bénin a décidé de participer à l'initiative La Ceinture à la route, ce qui a ouvert une plateforme plus élevée pour la coopération amicale entre la Chine et le Bénin. Cette coopération est bâtie sur l'amitié, la confiance et le respect mutuel. Et les jumelages entre les villes de Ningbo et Cotonou, dont nous célébrons le 10e anniversaire aujourd'hui, approfondissant cette amitié sincère. Une liaison d'amitié dont les acquis ont été évalués par le maire de Cotonou. Et loin d'être essoufflé, Luc Atropo bascule déjà vers l'avenir de ces relations de coopération. Comment faire en sorte que cette relation s'intensifie? C'est commencer à faire en sorte que les deux peuples, la population de Ningbo et de Cotonou,
soient plus en contact par les formations, on en a parlé tout à l'heure, notamment des jeunes, la formation professionnelle. Vous savez qu'ils sont en avance sur nous dans ce domaine. Aujourd'hui, le gouvernement du président Talon fait beaucoup d'efforts dans ce domaine et les villes devraient accompagner cet effort. Ce 10e anniversaire du jumelage entre la ville de Ningbo et Cotonou a été couplé avec la 12e édition de la foire des produits chinois au Bénin et en Afrique de l'Ouest. Une fois inaugurée avec cette coupure symbolique du ruban. Dans le reste de l'actualité à présent, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts a organisé vendredi dernier une conférence sur la sûreté et la sécurité des musées du Bénin. C'est dans le cadre du cycle de formation des ressources humaines au profit de la gestion et la sécurisation des biens culturels. Plusieurs acteurs ont pris part à ce programme de renforcement des capacités. Le compte-rendu est signé Clément Achadé et Louis Tonokwa. Des jeunes et plusieurs autres acteurs formés sur la sûreté et la sécurité des musées et établissements culturels du Bénin. Un projet né de la coopération entre le gouvernement béninois et la France pour promouvoir les arts et surtout assurer leur gestion à travers des compétences qualifiées. Après le lancement du cycle de formation, cette conférence marque l'étape de Cotonou et le début de la phase opérationnelle de ce projet du gouvernement qui entend faire une bonne gestion des atouts touristiques et culturels. Dans le vent qui souffle sur notre pays, de grands équipements sont en train d'être érigés, réhabilités, réaménagés. Il est donc de bonne loi que nous ayons les ressources nécessaires pour les gérer comme il se doit. Ce cycle de formation vient en appui pour vous aider à mettre tout ça en place. Et donc l'ambassade de France vient en appui sur la base de ce programme de différentes manières avec ce type de formation. La formation regroupe une diversité d'acteurs pour la recherche des moyens de lutte contre le trafic, le type de biens culturels qui peuvent faire objet de trafic, l'analyse des risques d'incendie et la qualité des installations des infrastructures. Une panoplie de thématiques sur lesquelles les participants sont entretenus. Il ne s'agit pas seulement de faire des infrastructures, il s'agit également d'avoir les ressources humaines capables d'assurer la marche de ces équipements culturels. La conférence du jour est un des jalons clés importants de toutes les actions que le gouvernement, à travers la coopération qui prend plusieurs formes avec la France, de toutes ces actions qui sont en œuvre pour réussir le pari et répondre aux enjeux de sécurité et de sûreté dont le gouvernement a pris la mesure très tôt. Pendant plusieurs années, nous avons géré les musées à qui mieux comme on le dit. Nous les avons gérés avec le peu de professionnalisme dont nous disposons. Il est aujourd'hui temps que nous passions à la phase supérieure, à la phase de professionnalisation. Un cycle de formation et de conférences qui se poursuit avec d'autres étapes à venir. Avec cette diversité d'acteurs formés, le gouvernement garantit ainsi la sécurité des biens culturels du Bénin. Cette cohorte rassemble les archéologues, des juristes, des experts de l'ANPT, les forces de l'ordre et de sécurité, les soldats du feu, afin de riposter contre toute forme de destruction et de trafic de biens culturels dans les musées du pays. Je l'ai annoncé à l'entame de cette édition, le complexe scolaire et universitaire Clé de la Réussite offre des bourses d'études à ses élèves qui ont obtenu leur baccalauréat cette année. 2 universités privées ont été sélectionnées pour accueillir les nouveaux bacheliers de cet établissement. C'est une façon pour le promoteur de l'école, le professeur Omer Adandedjan, d'accompagner ses apprenants afin qu'ils puissent entamer leur cursus universitaire en toute sérénité. Reportage. À chacun sa bourse d'études pour bien démarrer le cursus universitaire. Au complexe scolaire et universitaire Clé de la Réussite, tous les nouveaux bacheliers, toutes mentions confondues, ont droit à cet accompagnement du promoteur de l'établissement pour la suite de leurs études. Pour avoir constaté la maîtrise et le savoir-faire de nos encadreurs, nous vous rassurons, chers parents, que vous ne commettez aucune erreur en inscrivant nos frères, nos sœurs, vos enfants au complexe Clé de la Réussite du professeur Omer Adandedjan. Une fois encore, chers parents, merci de penser vous confier au complexe Clé de la Réussite, une école qui cultive chaque jour l'excellence et qui lutte efficacement contre les déviances.
Alors je dirais que Clé de la réussite a été toujours une école prestigieuse, une école qui fait chaque année la preuve de l'excellence. Alors je vais demander à tous les parents, à tous nos camarades encore élèves qui désirent encore continuer les cours, de ne pas se donner des doutes, de choisir Clé de la réussite, c'est choisir le chemin de l'excellence. L'octroi de ces bourses est le fruit de la conjugaison d'efforts entre le complexe scolaire et universitaire Clé de la réussite et ses universités partenaires que sont l'École supérieure de management Bénin et l'Institut supérieur des cours Sonou. Un partenariat voulu et obtenu par le professeur Omer Dandedjan, dont la détermination et l'engagement pour la culture de l'excellence sont salués ici. Monsieur Omer Dandedjan, merci d'avoir fait de moi, il y a 20 ans, un étudiant. Le complexe scolaire et universitaire Clé de la réussite veut aller encore plus loin. Le professeur Omer Dandedjan et son équipe sont en train de scruter les grandes écoles au-delà des frontières béninoises. Comme les années précédentes, 2022 a été fructueuse pour l'école avec de meilleurs résultats des examens de fin d'année scolaire. Au complexe Clé de la réussite, nous cultivons chaque jour l'excellence, comme en témoignent les résultats incomparables et satisfaisants obtenus aux examens nationaux 2022. Ainsi, au CEP 2022, nous avons obtenu les 100% comme d'habitude et 3 de nos élèves se sont illustrés cette année au niveau départemental parmi les meilleurs. De même, au CAP comme au BPC, nous avons obtenu sur nos sites de Calavi, de Ménontin et de Bégamin des résultats très satisfaisants. Au baccalauréat 2022, le complexe Clé de la réussite a obtenu 7 mentions très bien, dont 4 mentions très bien en série D et 3 mentions très bien en série G2. En marge des 7 mentions très bien, nous avons eu 15 mentions bien et 55 mentions assez bien, soit 77 mentions sur les 340 admis au bac 2022. Cette cérémonie de remise de bourse a été précédée d'une Eucharistie pour rendre grâce au Seigneur qui a veillé sur chacun de ses élèves et qui a surtout permis au complexe scolaire universitaire Clé de la réussite d'enrichir son palmarès de meilleurs scores. Et avant d'ouvrir le plateau invité, sachez que les promoteurs de fermes de production de fourrage étaient en atelier dans la ville de Dassa-Zoumé. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin. Elles ont été l'occasion pour informer les participants sur les diverses actions entreprises pour sécuriser donc le projet et aussi pour son succès. Le point avec Imet Hélène Amoussou. La séance est une initiative de l'équipe de coordination du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin Procès. C'est la première rencontre d'information organisée exclusivement à l'endroit des promoteurs de fermes de production de fourrage à but commercial. Chers propriétaires de fermes d'élevage identifiés comme promoteurs de fourrage à but commercial. Cette vision à votre endroit est soutenue par la nécessité de montrer que les fermes que vous dirigez peuvent diversifier leurs sources de revenus, créer une autre chaîne de valeur porteuse et permettre plus tard à des jeunes entrepreneurs de s'investir dans cette activité dont les produits sont demandeurs. À la suite de ce que la coordinatrice a dit, je voudrais inviter ces promoteurs à aider nos éleveurs qui veulent se lancer dans cette activité-là. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup qui nous appellent, qui nous interpellent. Où est-ce qu'on va trouver des semences? Comment ça se fait? Vous êtes les personnes ressources, vous avez l'expertise. Et autant opportun, nous pourrons envoyer nos éleveurs vers vous pour que vous puissiez leur apprendre la technique, pour que vous puissiez leur dire voilà comment ça se fait et comment vous faites pour nourrir
vos animaux que vous avez. Acteur important dans le dispositif de mise en œuvre de bonnes pratiques en matière d'élevage prôné par le projet, les participants seront aussi à l'occasion informés des différents tests pris pour cadrer la transhumance au Bénin. S'il est vrai que produire du fourrage est impensable pour la plupart des agro-éleveurs avec les nouvelles normes requises pour l'élevage des ruminants, nombreux sont ceux qui devront désormais investir dans l'alimentation de leurs animaux. Et c'est là que vous interviendrez, car le projet ne prend en compte qu'une petite portion d'éleveurs. Les autres éleveurs, les marchés à bétail, les éleveurs des pays du Sahel pourront s'approvisionner auprès de vous. Et je vous assure que la demande est présente et sera de plus en plus forte vu le taux de dégradation des pâturages naturels dû au surpâturage et au changement climatique. Cet atelier nous permettra d'avoir la même compréhension en ce qui concerne les grandes activités du procès à l'endroit des bénéficiaires. Votre présence ici aujourd'hui témoigne de votre engagement aux côtés du gouvernement dans sa quête des meilleures conditions d'exercice de l'activité d'élevage et d'accompagnement des éleveurs à revoir leur système de production, que dit leur système d'élevage. Pour rappel, le procès est initié par le gouvernement béninois avec l'appui de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Il contribuera à une transformation progressive mais profonde du mode de conduite actuel de l'élevage des ruminants dans le pays. Voilà, mesdames et messieurs, nous n'étions qu'à la première partie du grand format avec le point de l'actualité tel que traité par l'ensemble de l'équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin. Dans un instant, le plateau invité qui va recevoir en premier lieu Jérôme Badjo, le juriste, nous dira comment peut-on régler un litige domanial de façon pacifique sans forcément se présenter devant les tribunaux. Notre entretien, c'est juste après le ZAP 3 que nous propose Nagui Balagwe. Il n'y a rien pour stimuler nos émotions comme un bon jeu de sport. Pourquoi tu ne rentres pas dans la télévision pour lui faire la passe? Et comme dans la vie, tout ce qu'il faudrait, c'est une idée folle pour changer la donne. Et devenir la scène pour votre succès. Okay guys, listen, we have to tighten our defense. You, make sure you pass the ball. C'est ainsi que sont faits les gagnants. Ils ont une chance de dominer le jeu et saisissent cette chance pour prendre leur destin entre leurs propres mains. Êtes-vous prêts à gagner? 1xBet, suivez les leaders. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Le bloc républicain est en effet la réelle incarnation d'un parti national. Je dis bien, vous avez fait un bon choix. Et rassurez-vous, désormais, nous serons toujours ensemble. Nous serons toujours ensemble pour mener tous les combats politiques. Merci à vous d'avoir eu la franchise de reconnaître les mérites et le travail de bâtisseur. Pour faciliter la reprise des classes par les AME, une avance de salaire d'1 mois de salaire leur sera accordée dès ce mois de septembre. Je crois que ça a été bien accepté et bien perçu par les centrales syndicales qui étaient à la réunion. Or, les AME sont un peu comme la pluie tombe en saison sèche. Lorsqu'une pluie tombe en saison sèche, quelques minutes après, l'eau disparaît. Un AM à qui on remet 60 000, 80 000, 100 000, tout de suite, mais ça disparaît. Ça ne peut même pas lui permettre de préparer la rentrée. On a demandé s'ils sont pris en compte pour la rentrée. Les primes de rentrée, non, ils ne sont pas pris en compte. Il faut attendre novembre pour savoir ce qui est prévu pour eux. Et en même temps, novembre pour savoir ce que le gouvernement prévoit par rapport à la question de revalorisation des salaires.
On peut dire ça, c'est un pipeau. Pourquoi je dis ça, c'est un pipeau? Lui-même, il n'a qu'à venir sur les chaînes pour parler que moi, j'ai démissionné. Moi, je voudrais aller aux élections. Si ils ont démissionné pour aller aux élections législatives qui viennent dans 5 mois, je pense que pipeau, il ne peut pas sortir. Oui. Merci. Une traditionnelle. Ou bien je reporte mon costume de tout à l'heure avec la cravate. C'est M. Amoussou qui m'a dit de changer. Hein. Sinon, j'ai mon costume noir. Hein. Oui, allez-y. Je suis beau maintenant. Ça. Dans tous les cas, les travailleurs doivent savoir que s'ils ne se mettent pas au combat, s'ils ne se mettent pas à lutter, ils n'auront pas satisfaction des revendications. Nous, la rentrée toujours a lieu. De toute façon, on aura encore une rentrée politique. Ce qui se passe ici ce matin, ce sont nos mauvaises conditions de travail actuelles que nous sommes en train de mener sur ce site, sur la cité administrative d'Arros-de-Greta, un projet du gouvernement du président de notre République, son Excellence Guillaume Patrice Talon. On n'a pas dit qu'on va faire grève à la rentrée, mais lorsque les gens vont à la rentrée sans argent. Ils font de l'harcèlement sur le site. Il y a nos sœurs qui travaillent avec eux dans la cuisine. Quand ils le font d'avance, quand les sœurs refusent, ils les renvoient, soit disant qu'elles sont atteintes de l'hépatite C, qu'elles ne peuvent plus travailler dans la maison. Certains même là, on leur dit d'aller déposer de la nourriture à l'intérieur. Quand elles refusent là, on ferme la porte pour pouvoir tenir des rapports forcés avec elles. Si elles refusent là, on les renvoie dans le WC. Elles sont plaintes dans cette maison. Venez, monsieur le président, venez voir. Un corvée, moi à mon âge, on me donne un corvée. 80 mètres de profondeur, 80 cm de profondeur, 80 cm de largeur et 12 mètres de longueur. On me dit corvée, ici au Bénin, en tant qu'ouvrier. Oui, il paraît que vous avez des relations sexuelles avec les jeunes filles. Non, jamais. C'est la rumeur. D'accord, merci beaucoup. De réussite. Chaque année, une innovation. Et oui, le complexe scolaire Clé de la Réussite a obtenu au bac 2022 7 mentions très bien et plusieurs mentions bien. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la Réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2, enseignement général et commercial de la 6e en terminale, A, B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en secrétariat bureautique. Formation en transit et consignation. Nos différents sites sont désormais équipés de caméras de surveillance et nous disposons d'un forum digital pour discussion et échange avec les parents d'élèves. Sites de Ménontin vont en face du marché de Ménontin, de Zobouré vont derrière le stade de l'Amitié, de Bégamin en face des rails, de Calavi au quartier Agori, route de Tampere. Clé de la Réussite, votre école famille cultive l'excellence depuis bientôt 20 ans. Téléphone à 97 88 42 16. Est-il possible d'adopter un mode alternatif de résolution des litiges domaniaux loin des cours et tribunaux? C'est la grosse interrogation du grand format de ce dimanche quand on sait que les conflits fonciers entraînent souvent des violences entre les différentes parties. Comment peut-on réconcilier donc ces différentes parties à travers un règlement à l'amiable? Donc sur ce plateau, nous avons donc les éclairages d'un juriste qui donc nous fait l'honneur d'être avec nous ce dimanche. Monsieur Jérôme Batcho, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. C'est plutôt moi, merci. Alors, comment définissez-vous un litige ou un conflit domanial? Oui, le litige en droit général est un différend opposant une ou plusieurs personnes relativement à un objet ou un bien. Alors, lorsque nous transposons
le concept dans le cadre de conflit foncier ou domanial, le litige peut s'entendre alors comme toujours un différend opposant deux ou plusieurs personnes relativement à un fonds de terre bâti ou non. Et je tiens à préciser là que le litige ne veut pas dire procès, mais il peut y conduire. Et là, nous allons parler, on sera maintenant en phase de ce que l'on appelle la procédure contentieuse. D'accord. Alors, quelle différence entre un différend et un litige? Oui. Il est question... À partir de quel moment on parle donc de litige? Voilà, l'on parle de litige lorsque une ou deux parties, deux ou plusieurs personnes, pour être plus clair, revendiquent les mêmes droits sur un objet ou sur une chose. Vous voyez. Donc, en matière domaniale ou foncier, il y a litige lorsque deux ou plusieurs personnes se réclament les mêmes droits sur un fonds de terre bâti ou non. Là, on parle de conflit ou de conflit foncier ou domanial. Alors, quelles sont les origines ou bien les causes donc, des conflits domaniaux? Avant d'en arriver là, oui, je vais faire une petite démarcation entre la procédure contentieuse et le différend. C'est très important pour les téléspectateurs parce que beaucoup ne savent pas qu'il y a une amalgame dans l'expression qu'ils usitent tous les jours et par rapport à ces deux concepts. L'on parle de différend en réalité lorsque le litige est né, mais il n'a pas été encore porté devant les tribunaux. Voilà, devant les juridictions. Aucune juridiction n'a encore été saisie par rapport à cette cause-là. Mais le contentieux, quant à lui, c'est lorsque la partie la plus diligente de celle parmi celles en conflit fait l'option de saisir le juge contentieux, fait l'option de saisir voilà, le tribunal au fin de faire trancher ce litige-là qu'on parle de contentieux. Donc, tant que le tribunal n'est pas encore saisi par rapport à un litige ou conflit domanial, nous sommes encore dans la phase de différend. Mais dès que le tribunal est saisi, la phase devient contentieuse. On va revenir sur les causes des conflits domaniaux. Oui, les causes des conflits domaniaux dans notre pays sont éparses. Je vais juste de façon pêle-mêle en citer quelques-unes. La première cause, à mon avis, c'est la vente multiple, vous voyez, d'une même parcelle. La vente multiple d'une même parcelle. La parcelle A est déjà vendue à un intéressé Y, mais la même personne ayant vendu la parcelle A la propose encore à un intéressé, voilà, Z. Donc, c'est ça la vente multiple de parcelles. Il y a également l'occupation illégale de la parcelle d'autrui. Vous voyez, les kidam sans aucun titre. Voilà, ils rôdent, trouvent une parcelle vide quelque part, ils rôdent. Et dès que quelque temps après, quelques personnes ne s'y installent, patatras, ils implantent leur plaque. D'abord des constructions matériaux précaires. Et parfois, de nuit même, ils érigent des constructions en matière définitive sur cette parcelle-là, qui n'est pas la leur. Donc, deuxième cause. Troisième cause, nous avons les contestations, les multiples contestations des héritiers quant à la vente opérée préalablement par leurs ascendants. Voilà, un père, une mère, un grand-père a déjà vendu la parcelle à M. Boukari, par exemple. Mais un des héritiers qui n'était même pas encore né au moment où cette transaction était en train d'être faite, avait été opérée, il se lève un matin, il remet en cause la transaction. Et la dernière cause, c'est lié aux expropriations pour cause d'utilité publique dont les dédommagements n'ont pas été préalablement faits. Voilà les quatre sources de conflits domaniaux, à mon avis, dans notre pays. En cas de litige sur une terre rurale, comment peut-on mettre les différentes parties en confiance afin qu'elles acceptent un règlement à l'amiable? Oui, vous abordez une question très pointue
par rapport au mode de règlement de conflits domaniaux dans notre pays en vertu des tests en vigueur en la matière. En réalité, le code foncier est le texte de loi qui régit le règlement des conflits domaniaux tant en matière, enfin, dans les zones rurales, urbaines et périurbaines. Alors, ce code a innové. Je veux parler de la loi numéro 2013-01 du 14 août 2013, telle que modifiée par la loi numéro 2017-15, qui la modifie, qui la complète également, qui complète la première. Donc, ce code-là a innové en ce sens que, en dehors des juridictions, il a donné la possibilité aux parties en conflit, particulièrement en matière rurale, c'est-à-dire les terres rurales, à leur choix de recourir d'abord au tribunal de conciliation ou au mode de règlement amiable, ou à la tentative de règlement amiable. C'est une grande innovation. Donc, la loi fait obligation, le code foncier fait en vigueur en République du Bénin, fait obligation aux parties en conflit d'avoir, avant toute saisine de juridiction, de fonds, à procéder au règlement, c'est-à-dire la tentative de règlement amiable par rapport à ce type de conflit portant sur les terres rurales avant la saisine, voilà, de ces tribunaux de fonds. Donc, mettre les parties en confiance, pour accepter ce mode alternatif de règlement, c'est qu'il y a un travail en amont qu'il faut faire. La vulgarisation, voilà, du code foncier. Voilà, moi par exemple, mon papa, ma maman, ils ne sont pas forcément lettrés. Je suis du département des collines, et il n'y a aucune honte à le dire, c'est ma région. Mais ils ne savent même pas qu'il y a une pareille disposition dans le code foncier. Ils ne savent même pas peut-être qu'il y a un texte de loi qu'on appelle code foncier au Bénin. Donc il faut la vulgarisation dans un premier temps du code foncier. C'est le travail. Oui, du code foncier. Surtout les articles 386 à 393 de ce code foncier-là, qui constitue le cadre légal prévu par ce code pour le règlement amiable des conflits liés aux terres rurales et les ressources naturelles irrelatives. Et justement, quels sont les avantages donc, de ce mode alternatif? Oui, ce mode alternatif comporte beaucoup d'avantages. Je vais également les citer de façon éparse. Vous voyez, déjà, la loi donne, quand vous prenez l'article 387, voilà, alinéa 2, la loi donne la possibilité aux parties d'avoir à choisir, à recourir eux-mêmes à ce mode de règlement amiable. Et deuxième avantage, la loi également laisse le libre arbitre aux parties en conflit quant au choix de l'instance ou de la personne devant diriger le règlement amiable. Vous voyez, non? Et troisième avantage, à notre avis, il y a la limitation des tracasseries judiciaires, vous voyez, les va-et-vient au niveau des tribunaux, les reports, pour diverses raisons légales. L'autre avantage qui va certainement faire plaisir aux téléspectateurs, c'est que la procédure de règlement amiable est pratiquement gratuite. Elle n'est pas onéreuse. Vous voyez, pratiquement gratuite. Et puis on peut toujours continuer à se saluer après le règlement. Et le dernier avantage, c'est la pacification, vous voyez, des parties au conflit. Moi, j'ai un exemple en main. Voilà une dame qui est allée en procès contre sa tante. Elle a gagné. Et jusqu'à ce jour, depuis des années, près de 18 ans déjà, ils ne se saluent plus. Ces deux personnes ne se saluent plus. La famille est émiettée. Donc, le dernier avantage, c'est la pacification des parties au conflit. Même après le règlement amiable, elles peuvent continuer par se saluer et les relations futures vont se trouver au beau fixe. Alors, la conclusion ou les conclusions auxquelles on parvient après discussion, quelle est la valeur juridique des conclusions retenues entre les différentes parties? Oui, la phase du règlement amiable obéit à un formalisme très encadré par la loi. La loi fait obligation, voilà, à la fin du règlement, de mettre sous écrit d'abord les termes de l'arrangement intervenu et par un PV.
de règlement amiable. Et ce PV de règlement amiable doit être affirmé par l'autorité communale du lieu de situation de la terre objet du litige. Donc, une fois que l'affirmation est faite, ce PV de règlement amiable revêt à la même valeur juridique, j'allais dire, qu'une décision de justice. Elle devient la loi des parties et les parties doivent l'exécuter de bonne foi. Et l'affirmation, voilà, par l'autorité communale, le maire, donne un caractère authentique à cet acte-là. Également, l'affirmation du PV traduit l'acceptation par les parties du contenu, voilà, des termes du PV. Et l'affirmation du PV également éteint le litige de façon définitive entre les parties. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de rebondissement donc, dans l'affaire? Non, en principe, non. En principe, non, parce que on ne peut pas, dès le départ, à toutes les hauteurs de la procédure de règlement amiable, accepter dans un premier temps le choix de recourir au règlement amiable. Deuxième aspect, on consent sur le choix de la personne, le tiers arbitre qui devait diriger la procédure. On se fait assister de 2 témoins. Le PV est rédigé, transféré à l'autorité communale et lu devant eux par l'autorité communale, assistée de son responsable des affaires domaniales et foncières. Les parties y ont consenti jusque-là avant que l'autorité communale n'appose sa signature, vous voyez, pour rendre ce PV-là authentique. Donc on ne peut pas, à toutes ces hauteurs de procédure, accepter les choses comme ça et qu'après on se rétracte. C'est la mauvaise foi. Donc en principe, non. On dit qu'il est préférable, donc de prévenir que de guérir. Alors, comment peut-on éviter les litiges domaniaux? Oui, voilà également une autre question très sensible sur laquelle vous vous appesantissez. Moi, pour la petite expérience que j'ai, je pense que avant l'achat de toute terre dans notre pays, le candidat acquéreur devrait poser certains actes, c'est-à-dire, première des choses, vérifier si la terre en cours d'être vendue est munie du titre foncier qui est le seul document officiel reconnu par la législation béninoise, en particulier l'article 376 du Code foncier le dit. Vous voyez, donc l'intéressé, c'est-à-dire le candidat à l'achat, doit d'abord vérifier si le titre, la terre objet de vente est munie de titre foncier. Et si ce n'est pas le cas, se rapprocher voilà, des structures compétentes en matière foncière, c'est-à-dire la mairie, l'IGN, la NDF, vous voyez, pour savoir si le vendeur est effectivement répertorié dans les registres disponibles dans ces structures-là. Mais à titre de conseil, pour limiter les conflits domaniaux dans ce pays, je pense que tout acquéreur doit s'adresser à un notaire qui est le seul à assurer la sécurité juridique en matière foncière. Voilà. Depuis l'avènement de son régime, le président Patrice Talon a déclaré la guerre à la mafia foncière. Après la criette, le tribunal foncier verra le jour pour renforcer la lutte. Comment appréciez-vous l'initiative? C'est une initiative louable à applaudir parce que nous savons tous que le secteur foncier, jusqu'à un passé très récent, était très gangréné dans notre pays. Donc, avec l'avènement de ce régime, nous avons constaté que les brebis galeuses sont en train de rentrer dans leur tanière. Et il y a quand même beaucoup de dissuasion par rapport aux réformes qui sont en cours. Donc nous devons tous nous mettre, nous allons nous ranger derrière le chef de l'État pour l'accompagner dans ces réformes en matière foncière, de sorte que notre pays puisse avoir une visibilité plus attrayante en la matière et plus nette. Il y va également du développement de notre pays. Alors toujours dans la même dynamique de réforme, il est annoncé la révision du code foncier. Alors quand le projet sera réalisé, que va-t-il changer dans ce mode alternatif de règlement à l'amiable? Oui, même si le code était relu,
je ne pense pas que les dispositions relatives au règlement amiable en matière foncière rurale soient abrogées. Je ne pense pas. Plutôt, je pense qu'avec la vigilance du chef de l'État, son ambition, voilà, de voir ce pays connaître une autre tenue qui donne une autre connotation à notre pays, c'est-à-dire qui permet à notre pays d'être vu comme une terre de sécurité foncière. Et le chef de l'État ne permettra pas que cette disposition-là soit abrogée, mais plutôt il y veillera de sorte qu'elle soit renforcée. Par exemple, que le PV de conciliation soit homologué, le PV, excusez-moi, de règlement amiable soit homologué comme la procédure en matière de conciliation. Donc c'est l'une des faiblesses, par exemple, du règlement amiable en matière des terres rurales. Qu'on veille à ce qu'on introduit dans les textes de loi que le PV de règlement amiable soit également homologué et pour lui donner valeur exécutoire comme toute autre décision de justice. D'accord. On va finir avec votre mot de fin. Oui, mon mot de fin, c'est de féliciter les acteurs politiques, le gouvernement d'abord à travers son chef, le président Patrice Talon, pour toutes les réformes louables, salutaires qu'il engage dans ce pays en matière foncière, du moment où le président n'est pas en train d'engager ces réformes-là pour lui seul, mais c'est parce qu'il a l'amour de ce pays, c'est parce qu'il vise à ce que les investisseurs étrangers puissent enfin comprendre que notre pays est un oasis de sécurité foncière, pas d'investissement, pas de développement. Donc nous ne pouvons que nous ranger derrière le chef de l'État pour l'accompagner par rapport à ces multiples réformes salutaires pour notre pays. Il peut compter sur la bonne foi de nos juristes pour éventuellement apporter nos points de vue constructifs par rapport à la révision ou à la lecture prochaine du Code foncier en vigueur en République du Bénin. Merci à vous, M. Jérôme Batcho. Vous êtes juriste. Merci de votre passage sur le plateau du Grand Format. On va dire bonne journée à vous. Merci, c'est plutôt moi. Merci de m'avoir invité également et d'avoir permis que l'opinion publique soit éclairée par rapport à cet aspect du Code foncier en République du Bénin. D'accord, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Nous allons changer de sujet à présent pour parler de cette rencontre que le gouvernement a eue avec ses partenaires sociaux. Quel point peut-on faire donc des assises de l'InfoSec de Cotonou? Le secrétaire à la santé au travail de la COSI Bénin nous répond juste après cette coup de pause. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3bénin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Il n'y a rien pour stimuler nos émotions comme un bon jeu de sport. Fais la passe. Pourquoi tu ne rentres pas dans la télévision pour lui faire la passe? Et comme dans la vie, tout ce qu'il faudrait, c'est une idée folle pour changer la donne. Et devenir la scène pour votre succès. Okay guys, listen. You have to tighten our defense. You, make sure you pass the ball. C'est ainsi que sont faits les gagnants. Ils ont une chance de dominer le jeu et saisissent cette chance pour prendre leur destin entre leurs propres mains. Êtes-vous prêt à gagner? 1xBet, suivez les leaders. De réussite. Chaque année, une innovation.
Et oui, le complexe scolaire Clé de la Réussite a obtenu au bac 2022 7 mentions très bien et plusieurs mentions bien. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la Réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2, enseignement général et commercial de la 6e en terminale, A, B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en secrétariat bureautique. Formation en transit et consignation. Nos différents sites sont désormais équipés de caméras de surveillance et nous disposons d'un forum digital pour discussion et échange avec les parents d'élèves. Sites de Ménontin vont en face du marché de Ménontin, de Zobouré vont derrière le stade de l'Amitié, de Bégamin en face des rails, de Calavi au quartier Agori, route de Tampere. Clé de la Réussite, votre école famille cultive l'excellence depuis bientôt 20 ans. Téléphone à 97 88 42 16. C'était l'une des recommandations de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, la réouverture du dialogue entre le gouvernement et les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales. Eh bien, ces choses faites depuis jeudi dernier sous la présidence du ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchané. Les différents acteurs sont retrouvés autour de la table. Alors, quels sont donc les acquis et les points qui opposent le gouvernement à ses partenaires sociaux? Nous en parlons avec le secrétaire à la santé au travail de la COSI Bénin, Dr Denis Akpova, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, l'ordre du jour de la session, est-ce que la COSI était en phase avec le gouvernement? Merci, monsieur le journaliste. Je remercie les téléspectateurs et merci pour l'attention que vous portez à la question des travailleurs que nous sommes. Au prime abord, je voudrais rendre hommage au secrétaire général de la COSI, Noël Chadaré, qui, à l'entame de la séance, a fait une déclaration dans laquelle il disait que l'ordre du jour devait se pencher sur les problèmes des travailleurs. En l'occurrence, le pouvoir d'achat qui s'amenuise. Donc, nous allons parler de la révalorisation du point indiciaire. Deuxièmement, on va parler de la gestion des aspirants. Et troisièmement, nous allons mettre le problème de la rentrée. Mais le ministre d'État, le président de la séance, a plaidé pour qu'on puisse se pencher uniquement sur les diligences effectuées par le gouvernement pour la rentrée 2022-2023. Et ce qui est fait. D'accord. Et la bonne nouvelle, certainement aussi pour la COSI Bénin, donc c'est l'avance du salaire aux aspirants métiers d'enseignants. Est-ce que ça vous satisfait? Bon, en tant que syndicat, parce que vous avez plaidé pour que les aspirants puissent avoir de moyens donc nécessaires pour préparer la rentrée. Ce qui est normal parce que tout le monde se peine, surtout que c'est une catégorie d'agents qui n'ont pas le salaire 12 mois sur 12. Et après les vacances, il va falloir qu'ils se préparent pour une nouvelle rentrée. Donc ce qui est fait, c'est louable, mais ce n'est pas ce qui doit être. Parce que notre problème, c'est une gestion plus globale de la question de ces catégories d'agents, c'est-à-dire les AME. C'est-à-dire avoir les 12 mois de salaire. Sur la question des 12 mois de salaire, est-ce que vous avez des engagements du gouvernement? Nous n'avons pas eu, nous avons des promesses. Nous avons une lueur. Parce que lorsque le ministre d'État a posé le problème d'une avance sur salaire, que les ayants droit vont pouvoir restituer à partir de janvier, et qu'en fin de novembre, qu'il y aura une approche un peu plus globale. Nous ne savons pas ce qu'ils mettent. Comment vous étiez en négociation, vous n'avez pas cherché à comprendre ce qu'il... C'est les annonces qu'il a faites. C'est les annonces qu'il a faites.
il nous a fait des annonces sur un certain nombre de points pour dire ceux-là vont bénéficier d'une avance. Et qu'en fin novembre, qu'on saura à quelle sauce ils seront mangés. Alors, en dehors de la situation des aspirants au métier d'enseignant, quels sont les autres acquis de la rencontre? Nous ne pouvons pas parler d'acquis. C'est des promesses. Lorsque ça serait dans une négociation de telle envergure, s'il y avait des relevés où les deux parties ont signé des protocoles d'accord, on pourra parler d'acquis. C'est des annonces. Des annonces qui ont été faites aux travailleurs. Et parmi ces annonces, il nous a été dit de patienter jusqu'en fin novembre que nous saurons les mesures prises par le gouvernement pour la revalorisation du SMIC et des salaires. Et que la troisième annonce, c'est qu'il y aura un recrutement au niveau des enseignements primaires et secondaires pour un temps soit peu combler le gap actuel. Alors, quels sont les points de divergence entre vous, partenaires sociaux, et le gouvernement? On ne saurait parler de divergence. Est-ce qu'il y a des points de désaccord? Non. Parce que le seul point à l'ordre du jour, c'est les diligences faites par le gouvernement. Donc, on ne peut pas parler de divergence. Alors, les enseignants qui gagnent le même salaire depuis 2008, leur cas est également inscrit sur la liste des revendications de la COSI Bénin. Quelle est la réponse du gouvernement à ce sujet? Oui, par rapport à ces catégories d'agents, le gouvernement s'est penché sur la question et puis ça rentrait dans les questions diverses. Donc, chaque secrétaire général a plaidé pour un certain nombre de questions. Donc, par rapport à ces agents, il s'est fait que le ministre, les divers ministres sectoriels ont dit que leur situation est en train d'être gérée cas par cas. C'est-à-dire quoi? Les avancements, ça se fait. Mais ceux qui sont en retard, qui sont en train, même le ministre de l'enseignement secondaire a même donné le nombre de dates sorties par rapport à ces catégories de 2008 et 2012-2014. Alors, d'un autre côté, il y a le problème donc, de formation et de carrière. Donc, à quoi donc, ceux qui sont concernés doivent-ils s'attendre? Non, actuellement, le gouvernement nous a donné des assurances par rapport aux formations, surtout par rapport aux contractuels de l'État de 2012-2014, qui, des ministres, surtout du ministre de l'enseignement secondaire, ceux-là vont d'ici à là commencer leur formation. Il a donné même une échéance décembre que ceux-là vont commencer leur formation. Et que les autres sont en instance les autres catégories qu'il est en train de pouvoir faire ce qu'il faut pour que ça soit une réalité d'ici à là. À propos des enseignants, on va dire alcooliques, donc qui ont été épinglés par une commission de contrôle, quelle est la position de la COSI Bénin sur le sujet? Nous sommes... c'est une organisation syndicale qui défend les travailleurs. Mais lorsque vous êtes en état où on ne pourra rien dire, puis un enseignant, lorsqu'il est dans un état, ne pourra pas donner ce qu'il faut à nos enfants, aux apprenants. Donc on va essayer de voir et d'analyser cas par cas pour pouvoir voir le juste milieu. Voilà, comment faire. Alors, avec les conclusions auxquelles vous êtes parvenu jeudi dernier, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement a joué sa partition pour une rentrée réussie et apaisée? Oui. Par rapport aux mesures prises, les diligences prises par le gouvernement, nous pensons que au plan administratif, financier et consort, c'est le rôle du gouvernement. Mais son rôle est de faire que les travailleurs, les enseignants puissent dérouler les cours dans de bonnes conditions de vie. C'est-à-dire quoi? Qu'on revoie la question de cette réévaluation des salaires dont il est question. D'accord.
Alors, après les discussions de jeudi, à quand le prochain rendez-vous? Avec le ministre d'État, c'est convenu que c'est des annonces qu'en fin novembre, que nous saurons une autre séance, la continuité, le continuum des séances de la session d'avril 2022 que nous avons eu avec le chef de l'État. Nous allons continuer en fin novembre pour pouvoir finaliser probablement. Merci à vous, Dr Denis Akpovo, secrétaire donc à la santé au travail de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin que dirige Noël Chadaré. Bonne journée à vous. Merci à vous, merci. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que Charlie Charlot sera sur ce plateau dans quelques minutes. C'est notre artiste de la semaine. Mais en attendant de le recevoir, nous allons passer en revue les sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine. C'est un exercice qui sera assuré ce dimanche par Gabin Goubi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Voici d'abord la revue de presse hebdomadaire de Nassis Alossé pour planter le décor. Bonjour à toutes et à tous. Pour la rentrée scolaire 2022-2023, le gouvernement accorde un mois d'avance sur salaire aux enseignants aspirants. L'information a fait la une de tous les journaux ou presque parus cette semaine. Et selon mes confrères, cette décision a été prise à l'issue des travaux de la première session extraordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et des négociations collectives entre le gouvernement et les syndicats. Et commentant cette décision, le quotidien Le Matinal parle des concessions du gouvernement pour une rentrée scolaire et universitaire 2022-2023 apaisée. Pour le quotidien Fraternité, cette décision prise par l'exécutif est une bouffée d'oxygène pour ces enseignants aspirants qui sont restés sans revenu fixe pendant 4 mois. À 16 heures de cherté de la vie, le journal trouve que c'est un regard bienveillant du gouvernement qui annonce en même temps un recrutement massif d'enseignants. Une opération de recrutement qui poursuit Fraternité va permettre d'insérer ces enseignants aspirants dans un plan de carrière. Ainsi, le vide créé par les départs à la retraite depuis 2016 sera comblé, ajoute le Canard de Ménontin. En plus des diligences effectuées dans le cadre de la présentation de la rentrée scolaire 2022-2023, les journaux nous apprennent que bien d'autres sujets ont meublé la séance des travaux de cette première session extraordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et des négociations collectives entre le gouvernement et les syndicats. Il s'agit, entre autres, de la révalorisation des salaires à 1,25, la condamnation du Bénin par le Bureau international du travail relativement à la législation sur le droit de grève et les injonctions faites au Bénin de relire sa législation, la disparité des avancements des enseignants de même catégorie et la situation des agents contractuels non reversés. Il y a eu aussi un plaidoyer adressé au gouvernement au sujet des enseignants radiés pour défaut de participation à l'évaluation. Dans le même sillage, le quotidien Le Matinal annonce la revalorisation des salaires des travailleurs pour fin novembre prochain. Une information que mon confrère dit tenir du porte-parole du gouvernement lors de son traditionnel point de presse du Conseil des ministres. À en croire Wilfried Léandre Ngwedji, dont les propos sont rapportés par Le Matinal, le chef de l'État a fait un point avec le comité qui est en charge de finaliser les travaux et les options du gouvernement en vue de leur présentation aux partenaires sociaux avant leur adoption et application. Il y a eu également, a-t-il conclu dans les colonnes du quotidien Le Matinal, une petite réflexion sur le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG. En plus de cette bonne nouvelle annoncée pour les travailleurs, le quotidien Fraternité nous apprend que le Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotokumaga sera fusionné avec l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou. Une décision qui, selon Fraternité, est prise afin de permettre à cette prochaine structure hospitalière de mieux répondre aux besoins des usagers. Mon confrère dresse dans ses colonnes le compte rendu du Conseil des ministres selon lequel il s'observe de part et d'autre certaines compétences et spécialités disponibles qui ne sont pas suffisamment utilisées, de même que les infrastructures, ce qui est de nature à créer des préjudices aux patients. Du coup, commente Fraternité, le gouvernement a entendu les peines des populations dans les couloirs du CNHU. En politique, le quotidien Le Matinal s'intéresse à la vague d'adhésion à l'Union progressiste Le Renouveau et au bloc républicain et note que la perspective des législatives de 2023 au Bénin fait monter progressivement la tension au niveau des partis politiques
Même ceux de la mouvance longtemps qualifiés de frères siamois. Le dernier aliment pour venir grossir le rang des militants de l'UP et la fusion avec le PRD laisse croire que le parti prend de l'avance sur le bloc républicain. Face à cette victoire sur papier, Joseph Djokbenou se montre très prudent pendant qu'Ablaye Biotchani travaille sur le discours à tenir. Déduction du journal, Djokbenou prudent, Biotchani serein. Joseph Djokbenou prudent a justement adressé une lettre ouverte aux militants et sympathisants de son parti, l'Union progressiste Le Renouveau. Lettre publiée par le quotidien Fraternité dans laquelle l'avocat s'est voulu clair par rapport à l'exercice d'adhésion observé ces dernières semaines. Pour lui, les adhésions ne font pas à elles seules les résultats électoraux. Seul le travail acharné, accompli avec humilité, saisit l'électeur et le décide à adhérer à l'offre politique qui lui est offerte. Nous vous engageons à ne pas perdre de vue cette donnée politique que le nombre de militants ne fait pas le chiffre en siège, a écrit l'ancien président de la Cour constitutionnelle. Le même sujet fait le gros titre des quotidiens Fraternité et Matin Libre dans leur livraison de vendredi. Dans leur viseur, les deux blocs de la majorité au pouvoir, l'Union progressiste Le Renouveau et le bloc républicain. En cette période de pré-campagne, mes confrères constatent que ces deux partis politiques se livrent une guerre de leadership avec comme corollaire des exercices de débauchage de prétendus adversaires politiques du second grand parti de la majorité présidentielle. Du coup, l'opinion publique assiste depuis peu à une rivalité, non une complémentarité, une complicité. Semble se désoler Fraternité, Matin Libre, pour qui l'Union progressiste, Le Renouveau et le bloc républicain se trompent de combat et d'époque. L'urgence aujourd'hui, selon mes confrères, c'est de réussir à convaincre les électeurs indécis et surtout ceux de l'opposition dans un schéma où les élections s'annoncent ouvertes. En tout cas, à force de se tirer entre les pattes, l'Union progressiste, Le Renouveau et le bloc républicain pourront laisser des plumes sur le champ de bataille, avertissent les quotidiens Matin Libre et Fraternité. Et pour les législatives 2023, les journaux annoncent cette semaine l'affichage de la liste électorale informatisée provisoire. Une liste qui, selon les publications, contient un peu moins de 7 millions de potentiels électeurs. Législative 2023, 6 709 888 potentiels électeurs attendus, précise le quotidien matinal à sa 2 de 1 dans sa parution de vendredi. Le document affiché est à consulter par les électeurs pendant 15 jours afin d'y apporter leurs réclamations, ajoutent les journaux. Au-delà de nos frontières, la reine d'Angleterre n'est plus. Elisabeth II est morte le jeudi dernier à l'âge de 96 ans, informent les journaux qui précisent qu'elle a régné pendant 70 ans. Et juste après l'annonce de la disparition d'Elisabeth II, Patrice Talon et Claudine Prudencio ont exprimé leur mot de compassion et de solidarité au Royaume-Uni. Un message adressé dans les colonnes des journaux paru cette semaine. Et c'est l'essentiel à retenir de l'actualité vue et commentée par les journaux cette semaine. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Merci à vous, Nassis Alossé, pour ce résumé de l'actualité tel que traité par les canards parus cette semaine. Gabin Goubi, bonjour. Bonjour à vous, Idriss Souboukari, et bonjour aux téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Alors, vous êtes le rédacteur en chef du quotidien, le matinal. Bienvenue sur le plateau de grand format. On va commencer avec la politique. À 4 mois des élections législatives, le bloc républicain décroche l'adhésion des acteurs politiques. On va dire que le mercato politique reste toujours ouvert. Absolument, c'est le signe de l'imminence ou de la proximité d'une élection. C'est courant, on a l'habitude d'assister à ces genres de reconfiguration de la classe politique à la veille des élections. Et donc, c'est dans la droite ligne des choses. Vous savez, le mercato qui s'observe actuellement n'est donc pas une exclusivité. Ce n'est pas la première fois que cela se passe chez nous. Mais derrière tous ces mouvements, il faudrait réellement se demander s'il y a de la sincérité derrière. Parce qu'il ne faut pas confondre
les mouvements de masse, la foule, aux vrais électeurs, c'est-à-dire à ceux qui sont là réellement pour mouiller le maillot. Parce que les élections, ça ne se décrète pas. La victoire à une élection ne se décrète pas à travers le nombre de personnes ou le nombre de potentiels... voilà, le nombre de personnes qui ont décidé de venir à vous encore. Il reste à voir si ces personnes vont réellement faire les formalités d'adhésion aux formations politiques. Et donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire dessus. Et il n'y a que le 8 janvier 2023 pour nous situer réellement sur ce qu'aura donné ces mouvements et tous ces jeux de reconfiguration de la classe politique. Et on constate que depuis le retrait de l'UDBN du bloc républicain, ce parti est devenu encore plus actif. Alors, au lieu de l'affaiblir, le cheval cabré est toujours debout. Absolument. Il ne pouvait qu'en être autrement. Vous savez, on sent que les deux formations politiques qui s'octroient la grosse part dans les recrutements de personnel politique, dans l'occupation de l'espace politique aujourd'hui, c'est bien entendu le bloc républicain et l'Union progressiste. Bon, l'Union progressiste, le renouveau, pardon, qui a mené la barre très haut en décrochant la fusion avec le Parti du renouveau démocratique, qui, quoi qu'on dise, reste l'une des formations politiques les plus organisées, qui continue d'avoir, malgré les couacs subis à l'épreuve de la réforme du système partisan, continue, n'est-ce pas, d'avoir, de maintenir certains de ses fiefs. Vous n'êtes pas sans savoir que lors des dernières élections municipales et communales, le PRD n'eût été l'obstacle de la règle des 10% aurait réussi à décrocher les communes d'Apro-Misérité, non pardon, les communes de Semekodi, de Porto Novo et bien d'Adiara. Aujourd'hui, le PRD a fait cette option-là. Il fallait que le bloc républicain trouve la parade. Et vous avez vu, après le départ, la confirmation du départ du ministre Jean-Michel Abimbola, et même hier, de deux députés du bloc républicain qui ont rejoint, bien sûr, leur ancien mentor, leur ancien président. Mais là, c'est la guerre entre le ministre Jean-Michel Abimbola et son collègue Abdoulaye Biotchane qui continue. Ah, bien sûr. Donc, ils sont dans le même gouvernement. Voilà, et vous avez vu que certains, les leaders du bloc républicain conduits justement par Abdoulaye Biotchane sont allés voir Sefo Fagboum, dont la fille, quelques semaines plus tôt, il a confirmé, n'est-ce pas, son appartenance au bloc républicain. Dans tous les cas, on se perd un peu. Hein. Cette actualité-là grille un peu toute lecture sur ce qui se passe réellement. On attend de voir ce que cela va donner. Nous sommes dans un jeu d'occupation de l'hégémonie. Parce que le bloc républicain, moi, j'analyse un peu la visite rendue par Abdoulaye Biotchane et une partie de l'équipe du bloc républicain, des dirigeants du bloc républicain à Sefo Fagboum, comme étant une manière de trouver la parade au départ de Jean-Michel Abimbola. Jean-Michel Abimbola qui, quoi qu'on dise, après le départ du président Idi Kolaolé, est aujourd'hui une grande figure au niveau des 21e et 22e circonscriptions électorales. Donc il risque d'avoir les manettes de ce côté-là. Et il faudra trouver un leader, quelqu'un quand même, pour pouvoir conserver un peu l'hégémonie du bloc républicain dans ces deux circonscriptions électorales. Donc c'est dans cette optique certainement que les leaders du bloc républicain sont allés voir Sefo Fagboum, qui reste et demeure l'une des figures de proue en matière politique dans ces régions-là. Et on attend donc ce que tout ça va donner. Alors, à votre avis, les acteurs culturels, que peuvent-ils apporter au bloc républicain? Bon, vous savez, ça participe également de tout ce que nous disons, du mercato politique. Bon, Gégé Lapino a donné l'alerte en adhérant à l'Union progressiste, le renouveau. Donc, à sa suite, c'est comme si le bloc républicain a trouvé la réplique en décrochant une flopée d'acteurs culturels, de musiciens, d'artistes, bref. C'est quand même bien pour nous autres qui observons juste ces mouvements-là. Et une fois encore, je le dis, l'élection ne se gagne pas à la mesure du nombre de fois où vous êtes apparu à la télé, nombre de fois où des personnes ont adhéré dans les mouvements de foule qui ne sont pas qu'on ne doit pas confondre avec la capacité réelle des militants à apporter une plus-value à la formation politique.
dans tous les cas, on attend de voir ce que cela va donner au soir du 8 janvier 2023. Alors, d'un autre côté, c'est notre collègue Distel Amoussou qui fait son entrée en politique. D'abord, le moment choisi, il est propice, non? Absolument, nous sommes à la veille des élections, donc Distel Amoussou, que je respecte beaucoup pour son expérience, un aîné, un doyen à nous. Il a décidé de faire carrière en politique. On lui souhaite bonne aventure. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il atterrisse forcément dans des partis politiques proches de l'opposition. On le connaît à travers ses prises de position, à travers son analyse, sa lecture de l'actualité politique. C'est quelqu'un qui est quand même, qui vaut une certaine admiration, qui défend un ardent défenseur, au premier rang des actions du régime. Donc le fait d'être allé voir le président le secrétaire exécutif national de la Force Cori pour un Bénin émergent, le président du parti FCDB, c'était un peu pour maquiller les choses. Moi, je ne m'étonne pas qu'il atterrisse aujourd'hui au bloc républicain. On ne peut que lui souhaiter bon vent dans sa nouvelle aventure politique. Non, il dit qu'il va en politique pour contribuer à sécuriser les réformes opérées par le chef de l'État. C'est une bonne raison, non? C'est une très bonne raison, hein? Et c'est ambitieux quand même c'est ambitieux déjà comme engagement. On va espérer simplement qu'il ait les manettes au niveau du bloc républicain, que les conditions lui soient facilitées, que la cohabitation soit bonne avec ces nouveaux partenaires politiques pour qu'il trouve quand même l'occasion de pouvoir décliner sereinement ses ambitions, de préserver l'héritage du chef de l'État au niveau de ses réformes. Alors pour le nouveau républicain, les plus redoutables opposants de Patrice Talon sont encore et surtout dans l'opposition. Comment vous analysez... Dans l'opposition ou dans... Oui, dans la mouvance présidentielle. Oui, vous savez, le silence de certains acteurs politiques aujourd'hui dans ces formations politiques a toujours inquiété. On se demande si réellement ces acteurs politiques, qu'ils soient députés, surtout, il faut dire, c'est les députés, certains maires également, sont en phase avec le régime. Parce que quand il n'y a pas du tout de mouvement, quand on sent qu'il y a beaucoup de silence, ça craint. Donc on se demande à juste titre si réellement ces gens-là sont toujours en phase ou en odeur de sainteté avec le pouvoir. Dans tous les cas, on attend de voir. Il n'a pas totalement tort de faire cette lecture-là, encore que avant lui, d'autres l'ont également fait. Les vrais opposants au régime, évidemment, pourraient se retrouver dans le rang de ceux qui militent aujourd'hui au sein des deux grandes formations politiques qui sont sous la couverture du chef de l'État, du président Patrice Talon, à savoir l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Ce qui est à espérer, on va voir ce que cela va donner à l'issue des positionnements, parce qu'il se paraît que le silence observé de part et d'autre, c'est lié également à cela. Beaucoup ne savent pas à quelle sauce ils seront mangés. Donc, ils attendent sereinement de voir ce que cela va donner. Et il se pourrait qu'il y ait assez de frustration à l'occasion. Alors, pendant ce temps, l'Union progressiste, le Renouveau, va à la conquête d'autres partis. Des discussions auraient été déjà engagées avec les responsables d'un certain nombre de partis. On parle de dynamique unitaire pour le développement et la démocratie de Valentin Aditi Roudé. On parle également de la nouvelle alliance de Théophile Yarou. Tout ça, comment est-ce que ça va se passer? Vraiment, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Qui parle de dynamique unitaire pour le développement, c'est la formation politique de l'honorable Valentin Roudé. Valentin Roudé qu'on connaît quand même pour des critiques qu'il a toujours formulées, sa posture vis-à-vis du régime depuis 2016. C'est un opposant bon teint. Et bon, on se demande, c'est vrai qu'en politique, il y a un adage qui dit que seule l'addition et la multiplication sont les opérations qui vaillent. Mais avec l'arrivée de Joseph Diogbenou, on voit que bon, ça va dans tous les sens. Et on se demande dans tout ça, où est-ce qu'on met l'idéologie, où est-ce qu'on met la conviction politique. En tout cas, on attend de voir tout ce que tout cela va donner. Bon, Théophile Yarou, lui, il a été indécis. Le parti La Nouvelle Alliance a été toujours indécis par rapport à sa posture réelle sur l'échiquier. Donc, il pourrait atterrir n'importe où, ça ne devrait pas surprendre. Mais il y a quand même à voir par rapport à la réforme du système partisan, parce que ces mouvements, ce mercato qui s'observe, ces allées vers la fusion, bon, ça participe aussi d'une stratégie de maintenir le parti politique
c'est comme si la fusion est devenue une parade pour ces formations politiques qui sont menacées de disparition, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une disposition du code électoral et de la charte des partis politiques qui dit que si vous ne participez pas à 2 élections législatives consécutives, eh bien, votre formation politique est menacée de disparition. Aujourd'hui, Valentin Aditi Houdé est sous cette menace-là s'il ne se présentait pas à l'élection aux élections législatives du 8 janvier prochain. FCDB, je crois. Hein? Bon, FCDB également. Donc, je pense que la course, le PRD également était dans cette ligne-là. Il y a également l'UDBN. Bon, ils disent qu'ils ont les capacités d'aller aux élections. Bon, on attend de voir, nous sommes encore à quelques mois des élections législatives. Est-ce que finalement, les militants au nom de qui on est en train de parler, est-ce que ces militants se retrouvent dans cette démission et adhésion? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que les militants sont réellement consultés? Est-ce qu'ils sont en phase avec les options prises par leurs dirigeants? Encore que vous n'êtes pas politicien sans les militants à la base, sans ceux qui portent avec vous les idéaux politiques, les rêves, les ambitions politiques. Eh bien, moi je me demande clairement, et c'est la question qu'on devrait poser à tous ceux-là qui ambitionnent de fusionner ou d'atterrir dans d'autres formations politiques, encore qu'aujourd'hui, avec la disposition de la charte des partis politiques, ce n'est pas le parti qui adhère à une autre formation politique, ce n'est pas un parti qui fusionne. La fusion est peut-être dans les règles, mais c'est individuellement, l'adhésion à une formation politique est individuelle. Donc même si le parti opte pour la fusion, le mécanisme de processus de fusion, il faudrait qu'individuellement, chaque membre de la formation politique fasse les formalités, la démarche administrative pour adhérer à la nouvelle formation politique. Et si vous n'avez pas consulté avant, n'est-ce pas, d'acter votre fusion, de décréter la fusion-absorption de votre formation politique, on se demande réellement si vous aurez les moyens de les convaincre à adhérer. La question que l'on se pose, à quoi aura servi alors la réforme du système partisan à laquelle tient le chef de l'État sur la transhumance politique, donc continue à cette allure? Oui, c'est la vraie question. Tout le monde se pose évidemment la question. La réforme du système partisan qui est pratiquement à l'épreuve de la ruse et des calculs politiques, que seulement 4 ans après son amorce, les vieilles habitudes sont certainement dedans. Beaucoup se sont lancés dans la création des partis politiques, mais ils ont compris que la philosophie n'est peut-être plus la même. Aujourd'hui, tel que ça se reconfigure, tel que ça va dans tous les sens, là, ça inquiète réellement. Mais il y a aussi le fait que la brèche ouverte par l'achat des partis politiques, en ne précisant pas réellement les conséquences du mécanisme de fusion, ou en n'étant pas clair sur cette disposition-là, a fait qu'aujourd'hui, beaucoup de formations politiques trichent avec l'esprit du législateur en allant faire des options qui ne cadrent pas fortement avec la philosophie ou l'esprit de la réforme du système partisan. Vous avez vu la rupture de collaboration ou de mise ensemble entre griffes, encore que les thèmes qui sont utilisés, que ce soit collaboration, mise ensemble ou mise en commun et autres, c'est des thèmes qui sont utilisés ou exploités à dessein pour tricher un peu avec l'esprit du législateur, pour éviter, n'est-ce pas, le terme alliance, alliance qui n'est plus envisageable, qui n'est plus concevable dans la nouvelle charte des partis politiques. Et donc c'était un marché de dupes tout simplement, hein, ce qui s'est passé entre l'UDBN et le Bloc républicain. Aujourd'hui, on a vu que c'est l'insuffisance qui est au niveau des tests qui a induit tout cela. Et qu'il faudra par conséquent que le chef de l'État et les législateurs prennent leurs responsabilités pour rectifier le tir et repréciser l'esprit même de la réforme du système partisan. Gabin Goubi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal, merci pour ces analyses. On va se dire à très prochainement. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous allons observer une pause. De la réussite. Chaque année, une innovation. Et oui, le complexe scolaire Clé de la réussite a obtenu au bac 2022 7 mentions très bien et plusieurs mentions bien. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2. Enseignement général et commercial de la 6e en terminale. A,
B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en secrétariat bureautique, formation en transit et consignation. Nos différents sites sont désormais équipés de caméras de surveillance et nous disposons d'un forum digital pour discussion et échange avec les parents d'élèves. Sites de Ménontin vont en face du marché de Ménontin, de Zobouré vont derrière le stade de l'Amitié, de Bégamin en face des rails, de Calavi au quartier Agori, route de Tampere. Clé de la réussite, votre école famille cultive l'excellence depuis bientôt 20 ans. Téléphone à 97 88 42 16. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 11 septembre 2022. Merci à vous qui nous suivez depuis Hévier à Abomey-Calavi. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.